Il y a autour de moi beaucoup de gens qui sont en recherche d'emploi ou qui sont en transition, comme on dit aujourd'hui. Dès lors, avec Jean-François Granat, mon acolyte, qui est lui-même directeur marketing et communication B2B du côté de Lyon, nous sommes allés dans la capitale des Gaunes, rencontrer Claire Romanet, que vous avez déjà entendu lors d'un court extrait. Cette fois-ci, Claire vous parle de tous les secrets du recrutement que vous devez connaître sans jamais les avoir demandés. Je m'explique. Claire est une communicante qui a monté son cabinet de recrutement Elae en 2007 et croyez-moi, elle a vu énormément de changements sur le marché de la communication et du recrutement. Aujourd'hui, elle vous parle évidemment de son cabinet, peut-être que vous pourrez envoyer votre candidature à Elae, mais elle vous donne aussi tous les tips nécessaires, que vous compreniez bien comment vous situer sur le marché aujourd'hui. Et je vous la fais très courte, ça n'est pas simple. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Je vous avoue que je ne souhaitais pas diffuser en cette toute fin 2025 cette première partie d'épisode avec Claire, mais étant donné que son extrait a fait un carton, je vous le partage dès aujourd'hui, tel un cadeau de Noël. Très très bonne écoute, en compagnie de Claire Romanet, la dirigeante du cabinet Elae, et bien évidemment un très très grand merci à Jean-François Granat, le champion dans la communication B2B. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Jean-François. Bonjour Laurent. Comment ça va ? Très bien et toi ? Eh bien, écoute, ça va, lever 4h du matin, il est content Tintin. C'est le cas de tous les boulangers, non ? Exactement, mais oui, je suis devenu boulanger chez Maverick, donc c'est absolument sensationnel. Et merci de m'accueillir à Lyon. Et là, on a une nouvelle invitée. Alors là, c'est la méga classe parce qu'on va parler d'un sujet, évidemment de la communication, mais de quel autre sujet, dis-moi tout. Écoute, moi je pense qu'il fallait faire autre chose que du DIRCOM dans le décodeur de la communication. Et je te propose de parler de recrutement en fait de directeur de la communication. Et on a la chance à Lyon d'avoir le meilleur cabinet de recrutement spécialisé en communication, marketing et digital. Tu veux dire le seul du monde ? Non, peut-être pas le seul du monde, mais le meilleur, ça c'est sûr. Le seul du monde, on verra avec notre invité si c'est le seul du monde. Mais en tout cas, on a le plaisir d'être accueillis chez Elae et avec la créatrice et la directrice de Elae qui s'appelle Claire Romanet. Claire, bonjour. Bonjour. Salut Claire, merci de nous accueillir Jean-François et moi. Avec plaisir. Alors on est dans une très très belle salle de réunion où il y a énormément de magnifiques tableaux. Alors je ne savais pas que tu avais la Joconde chez toi, félicitations. On est très branchés art. Toutes mes félicitations. Alors évidemment, comprenez-le chers auditrices et auditeurs, il n'y a pas beaucoup de cabinets de recrutement qui sont spécialisés dans la communication. Le seul en France, c'est Elae. Tu l'as monté en 2007, Claire, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Après avoir revendu un autre cabinet, c'est cela ? C'est ça. En fait, j'ai démarré le recrutement en communication en 2001, juste au moment des tours jumelles qui s'écrasent. Mais pourtant, au départ, tu venais de la joaillerie, si je me trompe, avec une formation en communication. Oui, alors, j'ai eu plusieurs vies, moi. Sur le départ, moi, j'étais graphiste. D'accord. Ensuite, je suis devenue chargée de communication. J'ai eu la chance d'intégrer un joaillier dont le siège est à Lyon, qui est pas très connu en France parce qu'il faisait 90% de son chiffre à l'export, mais qui était aussi rue de la Paix à Paris. Ce qui m'a permis d'appréhender un métier axé à la fois sur la haute qualité et sur le sur-mesure. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été chassée par un cabinet. Je rencontre un chasseur de tête, le premier de ma vie. Et durant l'entretien, j'arrêtais pas de me dire « Waouh, c'est génial ce métier, moi je veux faire ça en fait. Je veux être payée pour rencontrer des gens. » C'est ça le truc. Par le biais d'une belle rencontre, j'ai commencé avec un premier cabinet de recrutement. On était 2 associés. Partant bien en tête, donc à l'époque, en 2001, il y avait aucun cabinet de recrutement qui recrutait dans la com. Puis après, moi, j'ai voulu me concentrer sur le recrutement. Mon associée, elle était plus branchée formation, commerce, etc. Donc on s'est séparés. J'ai créé Elae en partant quasiment de zéro, avec la volonté dès le départ d'avoir une orientation très candidat. Alors on resitue en 2007, donc c'était les tout débuts de Facebook. On a eu une première page Facebook qui s'appelle toujours Elae et crustacés sur la plage abandonnée. On a mis que des bêtises et on s'est bien amusé, mais ça nous a permis quand même de commencer à monter une communauté, de se faire connaître. Et puis dès le départ, moi j'ai décidé que sur Elae, non seulement on allait communiquer avec nos candidats autant qu'avec nos clients,
mais faire des réponses à chacun, faire des réponses personnalisées et travailler la com. Donc aujourd'hui encore, Elae est un des seuls, on me dit le seul, j'en sais rien, un cabinet de recrutement qui ne fait pas de prospection commerciale. Parce qu'aujourd'hui, un recruteur en cabinet, il passe plus de la moitié de son temps à chercher des entreprises pour qui aller recruter. Et ensuite, il s'occupe de la prod. Nous, on fait de la communication externe. Moi, j'ai démarré avec 3 colonnes dans le monde, un prime time avec Seguela, des pages dans les Échos, etc. Je n'ai jamais rien acheté, mais je venais de la com. Donc, je montrais aussi à mes clients que je comprenais leur métier et que je savais le faire. C'est comme ça que nous, on a construit en quelque sorte la petite marque qu'est Elae aujourd'hui. On fédère quand même en termes de communauté plus de 70 000 personnes qui nous suivent, soit abonnés à la newsletter, soit via les pages sur les réseaux sociaux. Et on produit du contenu, donc avec une stratégie de contenu. À l'époque, on n'appelait pas ça comme ça. Mais notre stratégie de contenu a raison de 3-4 publications par semaine. Et ça, depuis 18 ans. Mais quand on voit la quantité de contenu que vous produisez sur les réseaux, plus la newsletter, plus ton propre compte sur LinkedIn, c'est une quantité incroyable. Combien vous êtes chez Elae ? Alors, on est monté jusqu'à 8. Aujourd'hui, on travaille à 3 et je veux plus regrossir. C'est plus du tout le sujet. Je veux faire ce que j'ai appris chez Corlov Joyer, que j'ai quitté pour monter mon entreprise, c'est-à-dire faire du travail de qualité sur mesure. J'ai la chance aujourd'hui de choisir les clients avec qui on travaille, c'est-à-dire quand les missions me paraissent infaisables ou à des conditions tarifaires qui me conviennent pas, je ne prends pas la mission. Je préfère travailler moins. J'ai pas comme ça en tant que chef d'entreprise, je n'ai pas le stress du volume de travail pour alimenter mes salariés. Et je me concentre sur des clients qui me font confiance, avec qui on construit une relation durable et toute une communauté qui nous sert aussi parce que c'est pas seulement le référencement naturel qui nous fait travailler aujourd'hui. C'est aussi parce qu'on fait bien notre job et que quand un candidat nous rencontre et que 4-5 ans après, lui-même a des besoins, et il pense à nous. Justement, j'allais te poser la question. Qui sont tes clients ? Alors, on a de tout. On a des agences, on a des associations, on a des grands comptes du CAC 40, on a des startups, on a beaucoup de PME, PMI, parce que le marché aujourd'hui, et ça, si on parle aujourd'hui d'emploi dans la communication, c'est important d'en parler parce que les juniors, surtout, croient que l'Eldorado, c'est chez L'Oréal et LVMH. Mais en fait, les créations de postes et les besoins aujourd'hui en termes de com, ils sont déjà beaucoup plus sur la partie B2B que sur la partie B2C. Et ensuite, ils sont sur le maillage économique français qui est le plus important, qui est l'entreprise entre 0 et 50 personnes. Donc là, il y a des postes en communication qui sont beaucoup plus 360, où on peut prendre des responsabilités, où on peut apprendre. On n'a pas du tout le même plan de carrière que si on rentre comme stagiaire chez L'Oréal, par exemple. Et tes clients, ils sont partout en France, ils sont pas uniquement dans la région lyonnaise. On a même des clients suisses et australiens et américains quand ils décident par exemple d'installer un bureau en France, ça nous est aussi arrivé. Après je peux pas trop citer de noms, mais on a quand même des jolies marques internationales que tout le monde connaît. Et aujourd'hui, c'est pas seulement le seul critère que les candidats attendent. On s'en rend compte, il y a un vrai changement aussi sur les attentes et les façons de candidater. L'entreprise, c'est une chose, la marque, c'est une chose, mais ça garantit pas que vous soyez heureux demain chez elle. Donc, on nous parle beaucoup de quête de sens, de valeur. Donc là, c'est tout l'intérêt aujourd'hui de la com RH et de la marque employeur, avec la distanciation qu'il peut y avoir entre le discours et ce qui se passe réellement en entreprise. Et ça, c'est un truc qui est super marrant chez Elae parce que nous, on connaît les blacklistés. Parce que quand on rencontre les candidats, on leur pose la question, on leur dit « Mais vous, qu'est-ce qui vous fait rêver? Si demain, moi, je vous trouve le job idéal, c'est où, c'est quand, c'est comment ?» Et là, ils vous disent « Ah ben moi, je sais que je veux pas aller là, que je veux pas aller ici. Là, je sais qu'il y a un turnover de folie, ça m'intéresse pas, etc., etc. » Donc, on pourrait dire beaucoup de choses sur le marché caché qu'on ne fait pas parce que notre métier de recruteur ne nous permet pas de communiquer là-dessus, évidemment, mais ça nous permet quand même de connaître beaucoup de choses. Et les recherches, ça passe comment? Tu mets des annonces, c'est du contact direct, j'imagine que LinkedIn est un outil de travail exceptionnel.
Oui, alors ça, c'est les employeurs qui croient qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton, parler sur LinkedIn, dire qu'on a un poste à pourvoir et puis que ça tombe tout seul. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Nous, on part d'une fiche de poste qui souvent n'est pas bien finalisée. Justement, je te coupe un instant parce que ça ressemble au brief, tu sais, qu'on reçoit. Exactement, nous, c'est agence, ça. C'est souvent, on en a reçu un avec Jean-François ce midi, c'est une honte absolue. Il n'y a pas la demande. J'imagine, malheureusement Claire, que tes équipes et toi, vous retrouvez, hélas, avec des briefs de poste, avec des vieilles fiches de poste qui doivent dater de 2007 ou 2010, où finalement rien n'a évolué, rien n'a avancé, et puis en fait la personne ne sait pas nécessairement ce dont il retourne, et tu fais peut-être un peu déjà 80% du boulot peut-être. Ah bah c'est clair, mais c'est notre métier de conseiller en recrutement. Après, nous, ce qu'on retrouve le plus, et ce qui est absolument rigolo, ce qui a fait notre force aussi, c'est qu'on a été les premiers à faire des fiches métiers sur le site elae.com. Et du coup, elles sont quand même très très détaillées pour que les gens puissent aller puiser dedans ce dont ils ont besoin pour leur fiche de poste. Mais qu'est-ce qu'ils font les employeurs ou les RH au sein des entreprises? Ils font un copier-coller de la fiche métier. Et donc, c'est à moi derrière de leur dire, attendez, on va pas tout prendre. Il faut que vous me donniez des priorités. Et moi, je dois orienter le brief en posant les bonnes questions. Ils sont capables de donner ces priorités ou c'est sincèrement, il faut parfois les arracher? Non, il faut souvent les arracher. En fait, ça dépend qui vous avez en face de vous. Quand vous êtes dans un grand groupe, vous avez un RH. Donc le RH, il connaît rien à l'opérationnel. C'est normal, c'est pas son job. Si vous êtes dans une petite entreprise, là, vous avez plus de chances de travailler avec un manager ou même le dirigeant. Alors là, si vous travaillez avec le dirigeant. Et nous, c'est ça qu'on aime chez Elae. C'est pour ça que les TPE, c'est super intéressant parce que la stratégie de recrutement est directement, comme la stratégie de communication, liée à la stratégie de l'entreprise. Et là, on a toute notre valeur ajoutée. Donc, on doit poser les questions pour que le brief il soit le plus précis possible, qu'on se comprenne bien. D'ailleurs, sur nos contrats, il est annexé au contrat. Donc, la fiche de poste nous sert de guide. Et ensuite, on lance les recherches. Donc, pour répondre à ta question, Jean-François, comment on fait? Nous, on fait un mix. C'est-à-dire que on va travailler à la fois sur notre CV Tech, le fameux vivier, avec RGPD qui nous interdit de garder un CV plus de 2 ans. Ça, c'est extrêmement réduit depuis quelques années. Mais comme notre communauté nous connaît, et comme on a une trentaine de nouveaux CV chaque jour, alors c'est pas 30 CV de DIRCOM, ça peut être des directeurs marketing, des responsables e-commerce, des créatifs spécialisés UX UI, etc. Mais en tout cas, sur les métiers qu'on connaît bien, on a un ajout quotidien de CV. Donc ça, on a quatre sources. Donc ça, c'est la première source, le vivier. Ensuite, on a l'offre d'emploi. Alors, l'offre d'emploi aujourd'hui, c'est un vrai sujet. J'y reviendrai après si vous êtes OK. Parce que jusqu'à présent, avant l'IA, on va dire, jusqu'à présent, on avait des réponses, pas beaucoup de pertinence, surtout si on passe par les job boards. Après, quand moi, je publie une offre sur le site elae.com, vu qu'il y a que des gens qui sont du métier, on a moins de réponses, mais beaucoup plus de pertinence. Donc, ça peut le faire. Le troisième axe, c'est notre communauté. Aujourd'hui, il y a plus de 70 000 personnes qui nous suivent. Donc, ces gens-là, on peut les contacter. Ils peuvent faire passer notre demande auprès de leur propre entourage ou ils peuvent être eux-mêmes les candidats qu'on cherche. Donc, ça c'est important aujourd'hui et c'est de plus en plus important au fil des ans. Et le dernier axe, le quatrième, c'est la chasse de tête. Donc, la chasse de tête, c'est très simple. Il y a 3 étapes. La première, c'est je cible les entreprises dans lesquelles il peut y avoir les savoir-faire dont mon client a besoin. La deuxième, je rentre en contact avec ce candidat. Évidemment, LinkedIn est extrêmement intéressant parce que les communicants et les marketeurs et les gens qui font du digital, ils sont majoritairement sur LinkedIn. Donc, on cible, prend contact. Donc là, nous, on a une méthodologie qui est un peu différente de ce que j'entends dire sur le marché parce qu'on ne cherche pas à séduire ni à convaincre la personne d'aller voir notre client. Nous, on appelle les candidats en leur disant voilà, on connaît votre métier, on en vient, on est tous issus de ce métier-là. On voudrait savoir ce que vous avez fait, ce que vous voulez plus faire, ce que vous voulez faire demain. Et dites-nous ce qu'il faut qu'on vous trouve comme job. Si le job qui nous explique correspond au poste de notre client, on avance. Si ça correspond pas, on va lui dire c'est pas grave, on va garder contact. Pour cette fois, j'ai pas, mais peut-être que je vous rappelle dans quelques semaines ou quelques mois. Donc ça, c'est de la chasse de tête faite dans les règles de l'art. Donc chaque mission correspond à ces 4 points. Néanmoins, les statistiques donnent que plus de la moitié de nos postes sont pourvus grâce à des candidats qu'on avait déjà en contact.
Donc, notre travail de fond, de répondre à chacun, d'instaurer un vrai dialogue, parce qu'il faut pas oublier que moi, je suis venue au métier du recrutement parce que je viens de la com et que j'ai fait de la com parce que ce que je voulais, ce que j'aimais, c'était rencontrer du monde, c'était échanger, c'était cette dimension humaine qu'on oublie parfois dans certains métiers, mais qui est quand même à la base de toute vocation, entre guillemets, de communicant. C'est ce que j'entends quand j'interviens dans les écoles de commerce ou de com. C'est même s'il y a encore beaucoup aujourd'hui, on entend encore beaucoup, tu sais pas quoi faire, papa il te dit va faire de la com. Mais c'est fini ce temps-là en fait, parce que la com aujourd'hui, c'est un métier complexe. C'est un métier où il faut beaucoup de compétences. Ou travailler dans la com interne pour faire de la marque employeur, ça n'a absolument rien à voir avec faire des campagnes de pub qui vont passer à la radio. Ok, si vous travaillez par exemple les relations presse, c'est fini le temps des petits fours, des petites blondes qui vous amenez à des rendez-vous pour pouvoir avoir demain un article de journaliste. Aujourd'hui, les relations presse, c'est à la fois de l'événementiel, c'est à la fois de la rédaction de contenu, c'est évidemment de la communication interpersonnelle, mais c'est aussi les réseaux sociaux, l'influence, qui est un métier aussi à part entière aujourd'hui. Donc les métiers de communicants aujourd'hui, ils n'ont jamais été aussi complexes. Et nos fiches de poste à nous, et alors on parlait souvent des moutons à 5 pattes, mais maintenant je peux dire qu'ils en ont 15. Ce qu'il faut, c'est classer dans l'ordre de priorité dont l'entreprise a besoin par rapport à ce qu'elle a défini sur l'option com. Et pourtant, sur le métier de la com, c'est toujours un peu des métiers un peu faciles, avec l'impression que tout le monde peut le faire, que voilà, c'est pas un poste stratégique et tout le monde peut faire de la com. Ça, c'est de moins en moins vrai. Oui, alors ça, c'est ce que le grand public pense, mais une fois qu'on commence à rentrer dans le système, on le voit. Nous, on a le même problème avec le métier de recruteur, hein. Il suffit d'eux. Oui, il suffit de mettre une annonce sur LinkedIn et sauf puis que, voilà, plein de gens qui sauf arrivent. que le patron qui fait son propre recrutement et qui se plante, quand il a chiffré son truc, il se rend compte qu'il a déjà perdu 6 mois, que ça lui a coûté entre 20 et 30 000 euros et qu'il aurait largement pu payer un cabinet, sachant qu'un cabinet, nous, on s'engage noir sur blanc à reprendre la mission gratuitement si pendant la période d'essai, ça n'est pas positif. Donc c'est un investissement certes, mais c'est pas inutile. Donc Et voilà, une annonce ça se justifie. Et une annonce sur LinkedIn, ça coûte très cher. Hein. J'ai tendance à oublier, mais oui. Alors après, il y a moyen de contourner. Hein. Nous, enfin bon, bref, c'est un savoir-faire, mais on est quand même chasseur de tête. C'est un petit peu aussi un métier de détective privé. Il faut être très curieux. En fait, notre métier de recruteur, il fait appel à beaucoup de qualités ou de soft skills ou de savoir-être qui sont aussi du monde de la com. C'est-à-dire qu'il faut savoir écouter, il faut surtout être très curieux, s'intéresser à tout, avoir une grande culture générale, savoir ce qui se passe dans le monde, savoir ce qui se passe au sein des entreprises, et après être capable d'analyser, de synthétiser, de restituer et d'être créatif, parce que la com, c'est un métier créatif, même quand on fait de la marque employeur. Et le recrutement, ce qui marche aussi, c'est ça. Je sais que nous, par exemple, il y a plus de 12 ans, on avait monté tous les vendredis après-midi, on avait monté un système où les candidats pouvaient se connecter sur notre site internet et nous poser des questions en direct. Et nous, on leur répondait sur leurs questions en termes de formation, de besoins, etc. C'était bien avant l'heure. Et j'avais fait une conf à Paris sur le recrutement où il y a le ministère des Armées qui était venu me voir en me disant « Ah, mais c'est trop bien ce que vous faites, nous c'est ce qu'on veut faire, etc. etc. » Bon, après, nous, on a été une petite boîte, ça a vite pris beaucoup de choses, beaucoup de temps. Mais on n'a pas poursuivi, mais on a toujours comme ça testé des choses. C'était un chatbot avant l'heure, en fait, sans IA, avec de l'intelligence humaine ou de l'intelligence artificielle. Ouais, comme on a fait en l'occurrence aussi les premières offres d'emploi où on s'adressait aux candidats en se mettant à sa place. Et là, on a été hyper copié aussi. Les premières offres d'emploi aussi où on a travaillé avec des visuels pour donner un univers. Enfin voilà. Après, c'est ça qui est intéressant dans nos métiers, et c'est pour ça aussi que moi, mes recruteurs, ce ne sont pas des recruteurs issus d'autres cabinets, ce sont des gens qui viennent des métiers qu'on recrute. Combien de temps il se passe entre le moment où tu as le brief d'un de tes clients et la prise de poste du candidat ou en tout cas l'acceptation du candidat? Alors en général, c'est marrant parce que j'avais justement j'ai lu ce matin un chiffre qui vient des États-Unis, mais qui était monté à 68 jours. Nous, en général, on est à moins, mais avec l'IA aujourd'hui, qui amène un volume beaucoup plus important de réponses
et qui bloque aussi le recrutement parce qu'il y a beaucoup de choses automatisées qui en fait nécessitent d'être vérifiées derrière. Je pense qu'on est à peu près à entre 2 et 3 mois. Mais après, on peut aussi avoir de la chance. Nous, on a fait des recrutements. Le record battu, c'est 2 semaines. D'accord. Je prends le brief, le client nous paye la compte, je commence à qualifier, à trouver des CV, à qualifier 2 candidats. Et derrière, parmi ces 2 candidats, j'ai exactement la candidate. En plus, c'était un poste à Toulouse, donc c'est un peu plus compliqué quand on cherche en province. La candidate, elle arrive de Paris, elle s'installe à Toulouse, elle a exactement le profil qu'on cherche. Et quand je lui demande son objectif professionnel, c'est exactement le poste que j'ai. La semaine suivante, elle commençait chez mon client. Donc ça, c'est le coup de chance idéal. Qui plus est dans cette ville de Toulouse où je suis né, où j'ai vécu 17 ans. J'ai une question. Tu as parlé d'IA, on va y revenir parce qu'évidemment, on ne peut pas ne pas parler d'IA dans nos métiers. Le marché de la com, comment il se porte? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que c'est compliqué, si je puis dire. C'est très compliqué parce que on forme beaucoup de jeunes à la communication et il n'y a pas autant de postes à pourvoir dans ce domaine en France. Ce qui explique le taux d'entrepreneurs tout jeunes qui se finissent une fois diplômés. Alors, merci. Ah, j'ai pas fait exprès, merci, mais vas-y. Claire. Non. Ce que je dis, Jean-François et moi avons fait des écoles de commerce, des ESC, École supérieure de commerce, Grenoble, très belle école, et Rennes pour moi. Je dis à chaque fois, moi qui n'ai pas fait d'école de communication, je dis que ces écoles, il y a des bonnes, hein, on peut en parler, on peut les citer, et heureusement qu'il y en a. Mais ces écoles ne préparent pas à un métier, elles préparent à un diplôme, entre guillemets, plutôt un statut d'auto-entrepreneur. Merci de le dire parce que je crois qu'il faut qu'il y ait beaucoup de jeunes et beaucoup de parents aussi qui comprennent bien que tu sais pas quoi faire mon fils, ma fille, va faire de la com, tu disais que c'était fini, mais il faut que ça existe plus. Il faut dire aux parents que c'est pas parce qu'ils vont payer 12 000 € par an une formation en com que leur enfant sera assuré d'avoir un job en CDI dans la boîte dont il rêve. Merci beaucoup. C'est évident. Il y a un effet de contraction du marché. Et puis, je l'ai dit, il y a un effet très important qui montre que aujourd'hui, il y a que les meilleurs qui vont s'en sortir. Les meilleurs, c'est ceux qui sont curieux et qui vont aller au-devant des demandes et qui vont... J'ai mis ce matin sur Facebook, il y a un petit gars qui cherchait une alternance et qui a eu la très bonne idée d'envoyer à Decathlon la course qu'il a fait en dessinant le logo de Decathlon. Tu l'as vu passer, Jean-François? Je l'ai vu passer. Bon, il a pas été pris, mais il a fait plus de 7000 likes sur son post LinkedIn, donc je pense je me fais pas voilà. Ça, c'est vraiment se mettre au-dessus des autres. C'est ce qui fait la différence aujourd'hui. On peut sortir d'une école moyenne, même une école de com, si on est le meilleur, si on fait partie des 2-3 premiers. Moi, je dis toujours, il peut y avoir des pépites dans n'importe quelle promotion, mais s'il y a pas de travail, enfin, si on travaille pas, on sort pas du lot, quoi. Il y a pas de secret. Mais aujourd'hui, nos jeunes, je pense à eux, on l'a été. Et puis moi, j'ai une fille qui a bientôt 14 ans, donc j'espère qu'elle fera pas de com. Tu te rends compte que j'en suis à ça. J'en suis à dire, mais non, si elle veut faire ça, il faut qu'elle fasse. Si elle est passionnée, elle va se donner à fond, elle sera meilleure que les autres. J'en suis bien d'accord, mais bon, il y a encore quelques années. Non, et puis 12 000 balles l'année pour sortir d'une école avec un diplôme d'auto-entrepreneur, très peu pour moi. Oui. Hein, je suis très très clair là-dessus. C'est pareil pour les écoles de commerce, hein, Jean-François, on est d'accord. Oui, on a même vu, je crois, toi et moi, il y a pas très longtemps, quelqu'un qui avait 21 ans, qui sortait de l'école, qui avait fait 6 mois de stage et qui se montait comme entrepreneur pour faire un métier de dire comme. Donc c'était un peu léger. Il y a tout et n'importe quoi, mais il y a toujours eu des farfelus. Mais sincèrement, le marché pour nos jeunes, il est extrêmement difficile. Il l'a toujours été. Hein. Je trouve qu'il y avait beaucoup d'appelés, fort peu d'élus, mais là, il y a énormément. Je pense que c'est pire aujourd'hui. Voilà, il y a énormément d'appelés et fort peu d'élus. Ouais. Il faut être curieux. Qu'est-ce que tu leur dirais d'autre? Se bouger les fesses, évidemment, on peut pas faire... Qu'est-ce que tu peux leur dire, Claire? Parce que je crois qu'il faut leur dire la vérité, en fait. Je pense qu'il faut déjà comprendre que c'est un métier avec des compétences techniques et qu'il faut apprendre les différentes facettes avant de se dire moi c'est l'événementiel qui m'intéresse ou moi c'est je veux faire que ça. Non, en fait, il faut être ouvert et voir ce qu'on peut faire demain. Il faut arrêter de croire que le job en or, il est dans les grands comptes internationaux. Il faut réfléchir à qui on est et à ce qu'on peut faire demain. Et il faut tout le temps apprendre. C'est le b.a.-ba. Moi, je suis désespérée de voir des jeunes de 20 ans qui croient qu'ils savent tout.
Moi, j'en ai 60. Eh ben, excuse-moi, mais je sais pas grand-chose encore de la vie. Et je pense que cet état d'esprit-là, il est très difficile pour les boomers quand ils sont en situation de recruter d'entendre ça de la part de jeunes qui leur disent « mais moi, de toute façon, j'ai le savoir universel, j'ai Internet ». Certes, mais qu'est-ce que tu en fais ? Comment tu vas chercher ? Et aujourd'hui, la question se pose, c'est comment tu vérifies ce qu'on t'a dit. Donc là, c'est un vrai sujet. Donc pour l'IA, c'est en train alors moi je pense pas que ça va prendre beaucoup de jobs à proprement parler, hormis les jobs où effectivement on peut, je pense aux avocats, aux greffiers, enfin tous les trucs super administratifs, la comptable, tout ce qu'on peut calculer facilement 1 0 0 1. Je pense que là il va y avoir des pertes de postes, c'est sûr. Après, je pense en tout cas à l'instant T en 2025, que l'IA, il faut pas, comme ça a été fait il y a 20 ans avec la PAO, puisqu'on a des boomers, vous avez connu ça. Non, moi je veux pas me mettre sur Mac, c'est pas professionnel. Ok. Et après, non, mais moi avec un Mac je peux tout faire. Non, en fait il y a ni l'un ni l'autre. La bonne mesure elle est entre les deux. Donc il faut utiliser l'IA comme une compétence. Nous sur nos fiches de poste, on a de plus en plus d'employeurs qui nous demandent de savoir faire un prompt, de savoir vérifier une information, parce que ça reste quand même la base. Mais pour autant, on recrute pas que des producteurs de contenu. Alors je sais que c'est le métier qui fait rêver les jeunes aujourd'hui de 14-15 ans. Ils veulent tous être créateurs de contenu. C'est peut-être mieux qu'être footballeur, je suis d'accord. Mais ça gagnera moins. Mais c'est pas si simple. Et il y a des savoir-faire et il y a aussi cette capacité à s'intéresser aux autres, au monde, etc. Et je pense que la différence, c'est ça. Plus on va avancer dans le temps, plus les savoir-être, ces fameuses soft skills, vont être primordiales. Et plus on est jeune, moins on recrute par rapport à un CV. Alors vous allez me dire, ouais, le CV, il est mort. C'est ça que tu allais me dire, Jean-François ? Non, j'allais pas dire ça. J'allais parler plutôt des soft skills parce que est-ce que le recrutement aujourd'hui, c'est pas devenu une sorte de guerre entre IA où tu as le recruteur qui utilise l'IA pour faire son annonce, le candidat qui va aménager son CV avec l'IA pour correspondre à l'annonce, qui va faire une lettre de motivation qui finalement va être faite par l'IA, qui va être la même que celle de tous ses autres petits camarades, c'est clair. Avec derrière des ATS qui sont des IA qui vont traiter l'annonce. Et on en parlait ce matin avec quelqu'un qui fait du recrutement aussi, qui nous disait que maintenant on voit apparaître des robots pour faire des entretiens par IA. Oui, tout à fait. Et est-ce que finalement, comme tu parlais des soft skills, à mon avis, une IA, elle est peut-être capable d'évaluer certaines compétences techniques, c'est ça, mais pas les compétences humaines. Ou alors, je précise. Mais... Tu parles d'ATS pour les auditeurs. L'ATS, c'est le traitement de candidature fait de façon automatisée. Il y a 70% des candidats qui ont passé des entretiens avec une IA qui ont dit qu'ils préféraient une IA à un humain. C'est ce que nous disait ce matin Hélène Lee, qu'on a croisée dans un café. C'est quelqu'un que je connais depuis de LinkedIn, grâce à Christelle Defoucault, qui est une super, qui est une femme formidable et que Jean-François et moi connaissons. Et elle nous disait ça. Oui. Et on était sur le Mais ça se comprend. Pourquoi ? D'abord, attention, on fait des entretiens de qualification, de pré-qualification. C'est-à-dire qu'on va demander nom, prénom, vous habitez où, vous cherchez quoi, etc. Facile. Et en plus, le robot, il travaille 24 heures sur 24. Donc, le mec qui travaille, qui veut faire son entretien à 23 heures et qui dit, tiens, moi, ça m'intéresse, je veux le faire là, à ce moment-là. Et en plus, il se dit que, en face de lui, il n'aura pas quelqu'un qui aura des biais cognitifs et qui va le juger sur telle ou telle dimension parce que il a pas mis de cravate ou parce qu'il a les cheveux longs ou parce qu'il a telle couleur de peau. C'est logique. Ça va dans l'air du temps. Mais attention, c'est pas du recrutement, c'est de la préqualification. C'est le chargé de recherche, finalement. C'est ça. Ok, donc Hélène nous a dit exactement la même chose, dans les mêmes proportions de pourcentage. Oui. Tu considères que c'est une bonne chose ? Moi, je trouvais, jusqu'à ce que Hélène nous en parle, et tu nous confirmes la chose cet après-midi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette débilité ? Mais en fait, je sais pas ce que tu en penses, Jean-François, mais au final, il n'y a pas de biais cognitif, il n'y a pas d'histoire de racisme. Non, c'est faux qu'il n'y a pas de biais cognitif, parce qu'en fait, l'IA que tu programmes, c'est quand même un humain qui le fait, donc de toute façon, ça va passer. Je pense que sur certaines étapes du process de recrutement, ça a du sens. Moi, ce que je crains et ce qui m'attriste et ce que je vois pas assez aujourd'hui sur le marché du recrutement, c'est la relation one-to-one avec le candidat. Moi, je fais ce métier pour ça, pour rencontrer des gens, pour qu'ils m'apprennent des trucs, que tous les jours j'apprends. Moi, c'est génial. J'ai un métier génial. Chaque fois, je rencontre des gens. Tu te rends compte qu'en 25 ans de carrière dans le recrutement, j'ai encore des gens qui me surprennent par rapport à leur vécu, par rapport à ce qu'ils pensent ou par rapport à ce qu'ils attendent ou par rapport à ce qu'ils ont déjà vécu.
Mais c'est génial cette richesse humaine. Donc on peut pas non plus remplacer ça par de l'automatisation. Quand je dis nous on fait des réponses personnalisées, on appelle les candidats pour avoir un minimum d'échanges avec eux. Alors peut-être qu'on les voit moins qu'avant parce qu'effectivement on fait moins de rendez-vous physiques que de visio aujourd'hui. Ça c'est grâce au Covid. Mais c'est tant mieux parce qu'on gagne des temps de transport et de la parce qu'avant quand un candidat il bosse et qu'il faut que vous lui trouviez 1 heure d'entretien, d'abord chez vous avec le recruteur, mais ensuite chez votre client et que votre client, moi je me souviens en l'occurrence, tu as parlé de Publicis, ça c'était le cas chez eux. Il fait 7 entretiens de recrutement derrière. Bon, on lui a trouvé un super job, hein, mais 7 entretiens de recrutement. Enfin, matériellement, 1, c'est pas logique, et 2, c'est pas très correct. C'est un job à plein temps. Voilà. Donc, il faut pas refuser le progrès, mais la technologie doit être au service de l'humain. On parlait tout à l'heure d'IA. J'ai vu l'autre jour des annonces où il disait le traitement sera fait par un humain et pas par une IA. Ouais, c'était précisé. C'est un peu ce que tu fais chez oui, Live. C'est vrai que je pourrais mettre ça. Après, nous, il y a un problème aujourd'hui sur le marché du recrutement en France. Je parle pas du recrutement dans la com, je parle du global, et j'étais la semaine dernière à une conf justement sur le futur du recrutement et on en a beaucoup discuté. Le marché est très tendu. Il y a beaucoup de cabinets de recrutement qui ferment parce que justement les entreprises croient qu'avec l'IA ils vont pouvoir recruter tout seuls. Donc ils sont en train de se casser la figure et puis ils vont revenir nous chercher. Il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi beaucoup de cabinets de recrutement qui font pas les choses dans les règles de l'art. Donc peut-être que l'annonce écrit ça, mais peut-être que derrière, il y a quand même... Et puis, c'est quoi une IA? Moi, j'utilise un ATS, mais je l'utilise même pas à 5% des capacités, parce que moi, je suis assez contre l'automatisation. J'ai quand même besoin d'un ATS, donc un logiciel de traitement de candidature, pour récupérer, archiver, et qu'ensuite, moi, je puisse faire mes recherches par mots-clés. Ça n'est ni plus ni moins de l'IA. De l'IA, on en fait depuis longtemps, en fait. C'est juste une mode et une façon de s'exprimer. Et là, pour le coup, les médias sont en grande partie responsables. Tu parlais tout à l'heure d'un candidat qui avait fait qui faisait 7 entretiens. Moi, j'ai passé des process de recrutement où on m'a fait faire 5 tests de personnalité, 2 heures d'entretien avec un psychologue. Ça existe encore, ça, dans les process de recrutement? Ouais. Alors, beaucoup moins, mais moi, j'ai des histoires drôles, hein. J'ai, par exemple, des grands patrons qui sont passés par des tests que moi, je connaissais pas. Par exemple, le test Leonardo, c'est un test suisse. Il me dit, moi, je veux absolument que le candidat, il passe le test Leonardo. Je dis, pas de problème. Donc, on fait. J'ai récemment, très récemment, et ça faisait longtemps, ça faisait bien 10 ans que je n'avais pas entendu parler, un client qui me dit, moi, je ne signe que après Grafo. Il y a encore des gens qui te disent Grafo? Oui, mais c'est un gars à l'ancienne. Mais en fait, on est tous la somme de nos propres vécus. Donc, toi-même, tu as des convictions parce que tu as cette expérience-là. Et donc, comme tu es le décisionnaire, c'est toi qui payes. Donc, tu as le droit de dire, moi, je voudrais ça et moi, je voudrais ceci. Claire, je voudrais qu'on aborde le fameux poste à moustache qui s'y étend à Jean-François. Alors, qu'est-ce que c'est que le poste à moustache? Explique-le, Jean-François, parce que ça vaut vraiment son pesant. Le poste à moustache, pour moi, c'est le clone de la personne qui était avant. Donc la personne avait une moustache, ça fait 15 ans qu'elle est dans la boîte, elle faisait un travail formidable, les gens étaient super contents, etc. Et donc on t'explique ça, et en fait on t'explique qu'on cherche exactement le clone de la personne qui était avant. Moi ma première réaction c'est de dire si le type il était aussi formidable que ça, fallait pas le laisser partir. Parce que déjà en général on quitte une entreprise pour son management et pas souvent pour son management et pas pour autre chose. Donc déjà fallait pas le laisser partir. Et puis pourquoi rembaucher quelqu'un qui est exactement la copie du gars qui était avant? Alors que le monde a changé et peut-être que quelqu'un qui, je sais pas, vient pas du secteur, a pas fait les mêmes écoles, a pas fait le même parcours, peut peut-être apporter des idées nouvelles. Est-ce que c'est là le rôle de conseil d'un cabinet comme le tien? Ouais, c'est même plus que du conseil, c'est de l'éducation. Je pense que très souvent, nos clients, c'est la solution la plus rapide en fait. On a eu quelqu'un. Alors en plus, ils se disent, s'il est passé par la même école, il peut être le même profil. Mais non, rien à voir. Chaque vécu est différent. Moi, je me souviens très bien, c'était pour l'agence Monstre, Lionel Kurt, qui est devenu un ami, qui est une très belle agence digitale. Et à l'époque, c'était Mégalo. Et il m'avait impressionné parce que d'emblée, il m'avait dit, et franchement, j'aurais bien voulu entendre ça plus souvent, il m'avait dit, moi, ce que je veux, c'est recruter plus intelligent que moi. Et là, vous vous dites, ah ouais. Mais ça, c'est du Steve Jobs. C'est l'idée. Oui, Steve mais c'est Jobs rare. Donc pourquoi est-ce qu'on n'est pas là-dedans? Mais parce que nous sommes français.
Mais je dis pas que nous sommes bêtes, bien au contraire, c'est le plus beau pays du monde. On a vécu dans d'autres pays, Jean-François et moi. Mais tu es d'accord avec moi, Claire, que, comme le dit Jean-François, on veut toujours le mec ou la nana qui est sorti de la même école, idéalement, qui va avoir la même moustache ou la même coupe de cheveux, et puis surtout qu'il ne me fasse pas d'ombre. L'américain, l'anglo-saxon, lui, ce qu'il veut, c'est des gens beaucoup plus brillants pour que la boîte puisse décoller. Parce que, finalement, moi, qu'est-ce que je recherche chez un créatif? Mais c'est quelqu'un qui n'a pas mon idée. Et c'est celui qui va me dire... Oui, mais c'est une ouverture d'esprit qui n'est pas majoritaire. À ce point? Oui. À ce point. Et puis attention, nous en tant que recruteur, on n'a pas toujours le N+1 en face de nous. On a d'abord les RH quand c'est des boîtes un peu déjà organisées. Donc autant te dire que là, l'éducation, elle est encore plus, enfin on part plus loin quoi, parce que ils connaissent pas spécifiquement et c'est normal le poste qu'ils ont à pourvoir. Donc c'est à nous aussi de leur expliquer comment ça se passe, est-ce que ça existe pas. Nous on fait des comptes rendus toutes les semaines à chacun de nos clients pour dire ce qu'on a fait durant la semaine, comment se porte le marché, qu'est-ce que ça donne en termes de profil, où sont nos difficultés. Donc ça nous permet aussi avec des chiffres de les faire avancer sur la connaissance de l'environnement du poste. Mais c'est un travail de longue haleine. Tu es donc obligé, comme tu le disais, de faire de l'éducation à ce point. Ouais, je pense que c'est une forme ça a été de l'évangélisation. Sur les start-upers, c'était très différent, évidemment, parce qu'ils se vantent d'avoir toujours plus d'ouverture d'esprit, ce qui est pas toujours vrai. Hein. Moi, j'ai une anecdote très symptomatique. Le gars, très belle boîte, il était déjà à 600 personnes. Très belle start-up. Elle avait pas 5 ans, hein, donc vraiment une belle réussite. Le gars, il avait 31 ans. Il était super avenant, super sympa, super friendly. Ok, super. Pas très regardant sur la fiche de poste. J'essaye de creuser, machin. Ok, ouais, mais moi je veux un senior. Ok. Je lui présente franchement, toutes les cases étaient cochées. Sauf que le gars, il avait 36 ans. Et là, le patron de la start-up, qu'est-ce qu'il me dit? Trop vieux. Non. Si. Mais c'est de ma faute. C'est que je n'ai pas, moi, anticipé au départ la bonne compréhension de ce que le mot senior voulait dire pour lui. Non, mais je veux bien, Claire. Mais il y a un moment, le bon sens fait que 36 balais. Oui. Après, c'est vrai qu'il avait 31 ans, c'était plus une start-up, hein, sincèrement. C'est ça. À 600 personnes, on est respect total, 50 boîtes, bravo. Bon, là, c'est assez surprenant. Mais est-ce que tu as régulièrement des demandes super bizarres? Pas des moutons à 5 pattes, tu disais un mouton à 15 pattes. Allez, on va dire le mouton à 20 pattes, parce que finalement, les gens ne savent pas ce que c'est qu'un communicant, un créatif, une personne du marketing ou du digital. Oui, alors ça arrive souvent sur les petites entreprises, parce que quand un patron d'entreprise, quand il a moins de 10 personnes déjà, il sait pas bien ce que c'est que la com. En plus, sur nos métiers de la communication depuis 10 ans, tout s'est complètement mixé, infusé, mélangé avec le marketing et avec le digital. On n'a plus aujourd'hui une fiche de poste de communicant où il n'y a pas du marketing ou du digital, et donc maintenant de l'IA. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une illusion du digital? C'est je vais faire du digital, enfin, je vais embaucher quelqu'un qui va faire du digital et ça va être magique, je vais recevoir 500 leads par jour. Bien sûr, évidemment. Faire de la magie avec du digital, c'est le rêve de tout un chacun. Nous, quand on a commencé à recruter les premiers community managers, ce n'était que des community managers. Aujourd'hui, sous cette appellation-là, on a une dizaine de fiches de poste différentes. Entre le social media stratégiste et le community manager, entre les deux, il y a aussi le spécialiste de l'influence, le spécialiste de la recherche d'informations, le documentaliste, etc., etc. Donc, c'est sûr qu'il y a un effet, mais je parlais des footballeurs tout à l'heure, c'est exactement pareil avec les réseaux sociaux. Il y en a encore beaucoup qui croient qu'il suffit d'embaucher un community manager pour que demain, ils aient 20% de leads entrants en plus. Non, ça marche pas comme ça en fait. Comment ça se fait? Comment tu l'expliques? Parce que les métiers se sont complexifiés, ils se sont digitalisés depuis 25 ans environ. Comment tu expliques que finalement, on a beaucoup de mal à bien dessiner les contours d'un poste? Ça dépend d'une entreprise à l'autre, j'en conviens parfaitement, ouais. mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile. Ça doit être, parfois tu dois t'arracher les cheveux, sincèrement, j'ai l'impression, Claire. Ouais, mais nous, c'est ce qu'on aime. Enfin, moi, c'est ce que j'aime. C'est apporter ma valeur ajoutée en disant, attendez, votre priorité, c'est quoi? C'est une question de notoriété, c'est une question de leads entrants, c'est une question de communication de crise. Expliquez-moi. Et c'est quoi? Où est-ce que vous voulez aller dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans?
qu'est-ce que doit vous apporter ce candidat et qu'est-ce que vous mettez sur la liste de, en général, on a 20, 30 critères. Comment vous rangez ces priorités-là? Mais parfois, en cours de route, ça change aussi. Hein. Ça, je veux bien le croire, parce que on y réfléchit, puis c'est quelque part de la collaboration au sens le plus noble du terme. Mais tes clients sont capables de te répondre sincèrement, hein, en te donnant vraiment quelque chose de plus en plus clair. Quand c'est l'opérationnel qui va manager le N+1, oui, parce que lui, il connaît le quotidien, il sait où sont les besoins, il sait où sont les carences, il connaît son équipe, il sait positionner la personne qu'il va recruter en fonction des autres de l'équipe, il n'y a pas de souci. C'est plus compliqué quand c'est un patron de PME qui dit « il faut que je fasse de la com ». Mais pourquoi il faut que tu fasses de la com ? Parce que tout le monde en fait. Non, ça c'est pas une bonne raison. C'est quoi ton besoin ? Donc là, il faut creuser. Ou alors, quand on est face à un RH, parce que le RH, aujourd'hui, c'est un métier très pressurisé. On leur donne du recrutement, on leur donne du social, on leur donne de la formation, on leur donne des plans de licenciement. Enfin, ils sont les pauvres, c'est très compliqué, ils peuvent pas tout savoir. Donc, c'est difficile pour eux d'appréhender une fiche de poste sur un métier qu'ils ne connaissent pas. Mais c'est notre job.